Bonjour à tout le monde dans cette grande salle qui nous permet donc de nous réunir autour donc d'une première intervention que je vais faire sur les résultats que Christiane a déjà nommés, c'est-à-dire des résultats de notre groupe autour de la question de la vulnérabilité et la façon dont on va pouvoir la définir, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est quand même un mot, et j'y reviendrai, qui est souvent utilisé. Donc, ce que je vais vous proposer déjà, c'est par rapport... Alors, il ne faut pas que j'oublie la technique. Voilà, c'est de rappeler les objectifs du projet stratégique donc CAPEFER, en sachant que, comme Jean Rolando vous l'a précisé, on est autour d'une équipe avec 8 partenaires, autant professionnels que universitaires, d'un secteur qui est donc celui du social ou du médico-social, des 4 pays distincts que vous avez déjà repérés, et qui a donc pour objet les femmes vulnérables dans une période qui est donc périnatale et qui a un certain nombre de caractéristiques. Les objectifs de ce projet impliquant donc ces 4 pays, la France, l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, ont eu un financement conséquent de la part de l'Union européenne. Ces objectifs, vous allez les repérer. J'essaie de vous mettre à chaque fois des points pour que vous puissiez bien suivre l'intervention, et Pierre fera la même chose. Alors donc, il s'agit bien d'améliorer les pratiques professionnelles des différents partenaires des 4 pays en croisant les approches qui peuvent être politiques et culturelles différentes. Il s'agit aussi de sensibiliser et de former les professionnels donc à l'accompagnement spécifique des femmes en situation de vulnérabilité qui sont donc enceintes ou avec de très jeunes enfants. En effet, la finalité du projet, c'est une meilleure prise en charge de la périnatalité dans un contexte de risque qui est donc bio-psychosocial. Donc, si on regarde du côté de la sensibilisation, il s'agit de repérer concrètement plus précocement des situations de vulnérabilité de la femme enceinte autour de la grossesse, autour parfois une grossesse précoce, des conduites addictives, mais aussi de difficultés qui peuvent être psychologiques ou psychiatriques, pauvreté et parfois même prostitution, vous le verrez par rapport à l'intervention de mes collègues italiennes. Et tout ceci afin de mettre en œuvre un suivi pluridisciplinaire qui soit le plus approprié possible. Il s'agit dans un deuxième temps de renforcer le suivi de grossesse des publics les plus vulnérables. Et enfin, nous sommes autour d'objectifs qui sont de faciliter l'accès aux soins des femmes enceintes visées en les informant sur leurs droits, sur les dispositifs de prise en charge des soins et sur des modalités de suivi de la grossesse et de la période qui est donc périnatale et postnatale. Donc ça veut dire qu'on cherche aussi, d'un point de vue qui est beaucoup plus psychosocial, à favoriser, à soutenir le lien mère-enfant tout au long de la petite enfance. Et cette première étape de notre projet, eh bien, ça va être justement pour parvenir à la réalisation de ces objectifs en termes de formation et de sensibilisation, eh bien, de parvenir à l'élaboration d'une définition qui va donc être commune de la vulnérabilité dans un contexte donc qui est spécifique. Et c'est ce que nous nous sommes engagés à faire de façon, j'allais dire, constante et récurrente pendant les 2 ans. Donc, ce que l'on repère quand même en rappel, c'est que la vulnérabilité, c'est une notion qui est très utilisée dans beaucoup de domaines, autant dans les champs scientifiques que politiques. Ça, c'est le premier rappel que je fais. Et nous constatons finalement dans notre groupe de travail qu'intervenir auprès de populations en situation de fragilité, eh bien, ça rassemble sous un même registre des situations que tout peut opposer. Et ça, c'est important de l'avoir en tête.
et des auteurs qui se sont spécialisés sur la question de la vulnérabilité et des tentatives de définition comme Marc-Henri Soulet, eh bien, nous rappellent qu'on trouve sous ce même vocable de vulnérabilité des situations de population et des conditions de vie qui peuvent être extrêmement différentes. Le seul dénominateur commun, ce serait un état de fragilité déjà connu ou en voie de l'être. Donc c'est une notion qui est à la fois qui est autant généraliste que spécialisée, et dans des deux univers intégrés dans notre projet CAPEFER, d'une part un domaine qui est donc scientifique et de l'autre côté qui est professionnel. Donc ça veut dire que par rapport à la prise en compte de la vulnérabilité dans le contexte de la périnatalité, on va remarquer que généralement, cette vulnérabilité, elle est prise en compte dans un contexte de crise économique et de récession, ou lorsque les facteurs et les conséquences de la vulnérabilité sont devenus une problématique sociétale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent et qu'on va retrouver dans de nombreux articles, mais aussi des rapports qui sont soit des rapports internationaux comme ceux de l'UNICEF ou des rapports qui sont beaucoup plus européens. Et de ce fait, ces rapports soulignent la montée, et ça c'est important de l'avoir en tête, de la précarisation des populations les plus fragilisées, touchant les mères et leurs enfants, et la complexité de ce phénomène. Donc ces études sont corroborées par les observations que nous avons faites dans notre groupe, dans notre projet européen, et nous allons donc essayer d'en rendre compte déjà en toute petite partie ici, mais tout au long de la journée. Donc face à la complexité des expériences que nous avons rencontrées et développées, sur lesquelles nous avons réfléchi dans nos 4 pays, dans l'accompagnement de la périnatalité dans des contextes qui sont donc spécifiques, nous proposons donc une grille de lecture de la vulnérabilité à travers 3 univers. Les univers sont donc scientifiques, professionnels et culturels. Et donc ça veut dire que moi je vais regarder avec vous du côté de l'univers qui est donc beaucoup plus scientifique et qui nous donne un point de vue de la complexité des situations et qui ont été observées donc durant notre projet. On remarque de ce fait, par rapport à ce que nous avons vécu et en lien avec, j'allais dire, des productions scientifiques qui sont actuelles et qui sont internationales, que l'analyse de la vulnérabilité maternelle remet en cause l'image d'un individu qui serait en pleine participation et qui pourrait régir sa vie de façon autonome. Et donc ça veut dire que, à côté de la représentation d'un individu réussissant à s'intégrer et à s'adapter à la société dans laquelle il vit, c'est un petit peu le message de l'individualisation que nous connaissons à l'heure actuelle, eh bien, que l'on va nommer donc un individu positif, si je reprends les termes de Robert Castel, on va avoir donc d'autres personnes qui vont être plus dans un individualisme qui va être négatif, et là de nouveau je reprends la terminologie de Robert Castel, qui se profile et que nous rencontrons dans le quotidien des mères vulnérables et de leurs enfants. Nous notons que l'expérience de la population à laquelle notre projet s'intéresse se situe dans le cadre de l'exclusion, totalement là, qui devient une des modalités de lecture des situations observées dans les structures de terrain des 4 pays qui sont donc dans notre projet et dont vous allez entendre parler durant la journée. Nous observons que la vulnérabilité des femmes est liée à des expériences de socialisation incomplètes, faites de ruptures qui sont donc multiples et de souffrances sociales, de fragilités qui peuvent être aussi individuelles et de difficultés identitaires. L'expérience des 4 pays met en lumière des incapacités
liées à de nombreux obstacles pour parvenir à cet idéal d'individu positif décrit par Castel. Et de ce fait, on remarque que ce vécu est fait donc d'incertitude pour trouver les moyens de s'en sortir, ou bien encore de sortir d'une zone de danger pour la maman, mais aussi pour son enfant, son bébé. Il peut s'agir pour les professionnels d'encourager ces femmes à prendre de nouveaux risques, penser et mesurer les risques de s'en sortir. Dans le domaine considéré, donc scientifique, puisque les autres seront développés par mes collègues qui vont suivre nos interventions, 4 propriétés apparaissent et que nous reprenons de Marc-Henri Soulet. Elles peuvent être identifiées en termes de vulnérabilité et ce sont des registres très précis qui sont ainsi applicables aux pays dont il est question dans le projet. Donc vous les retrouvez sur cette diapositive. Marc-Henri Soulet nous souligne que la vulnérabilité elle a un côté qui est donc une nature qui est relationnelle, c'est-à-dire ce qui se joue dans la relation entre un groupe ou un individu avec des caractéristiques qui sont donc particulières et dans un contexte particulier face à l'exposition d'une menace. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on retienne dans cette journée, c'est qu'on est dans des situations qui sont de ce fait extrêmement particulières. Son caractère potentiel, que vous voyez donc en deuxième point, eh bien elle nous vient de la possibilité d'une menace que je viens donc de dénoncer, d'un risque de réalisation d'un danger potentiel. Mais rien n'est encore matérialisé. Il y a une possibilité de contrer cette réalisation de danger, ce danger, par une action et en limiter les effets négatifs. En troisième point, il s'agit donc d'une notion que Soulet nomme dialectique, dans le sens où eh bien, la vulnérabilité, elle ne fonctionne pas par couple. Quand vous dites exclusion, vous pouvez aussi penser à inclusion. Quand vous dites fragilité, vous pouvez aussi penser à robustesse, par exemple, déviance, norme. Et donc, il n'est en effet pas possible de dire invulnérabilité dans n'importe quelle langue que ce soit. Et donc, ça veut dire qu'on constate que cette notion fait tenir ensemble des registres qui peuvent être opposés. Enfin, la dimension culturelle que vous voyez apparaître en quatrième point, il existe un lien qui est très fort entre vulnérabilité et protection. Ce qui veut dire, par exemple, qu'une personne est d'autant plus exposée à un danger qu'elle est mal protégée. Deux cultures, par exemple, peuvent s'entrechoquer. Nous aurons des exemples dans la journée à ce propos. Ces 4 propriétés peuvent donc être relevées dans les contextes des mères rencontrées dans notre projet. Et la lecture que nous pouvons en faire sera donc reprise et détaillée dans les autres interventions. Ce que je vous propose pour cette première, cette première présentation, eh bien, c'est de voir comment est-ce que le groupe en lui-même s'est emparé de la vulnérabilité et a cherché à en faire une définition qui va être plutôt de ce fait du côté d'une lecture de terrain, donc avec un certain nombre de caractéristiques autour des principaux facteurs de vulnérabilité que nous avons repérés. Et je vais donc les détailler un tout petit peu. Vous les voyez apparaître ici dans la diapositive autour de la pauvreté. Donc là, on a repéré qu'il s'agissait de difficultés matérielles à s'occuper d'un enfant, d'un manque d'instruction, parfois un manque d'information et d'utilisation des moyens de contraception, déscolarisation précoce et parfois même abandon d'enfants. Donc là, c'est autour de cette première donnée que nous avons pu travailler. La deuxième que vous voyez apparaître est autour de l'addiction, avec consommation pour certaines femmes de drogue durant la grossesse qui entraîne des séquelles chez l'enfant, des difficultés, voire des impossibilités pour la mère de pouvoir s'occuper de son bébé,
des troubles psychiatriques qui peuvent être associés pour la mère, avec des difficultés, voire des impossibilités de donner à un enfant ou à son enfant ce que l'on n'a soi-même pas forcément reçu. Donc, on est aussi autour d'une réponse aux besoins fondamentaux de la sécurité affective de base qui peut être entravée. La question de la migration par rapport justement aux femmes vulnérables dont il est question dans notre projet, eh bien, il s'agit parfois forcément de maltraitance, de difficultés, en particulier de compréhension des situations et des formes de vulnérabilité de la part donc des professionnels par rapport à des aspects culturels qui sont transmis par les mères et sans une maîtrise de la langue du pays, mais aussi de la langue d'accueil pour les mamans vulnérables et sans connaître non plus les codes qui sont donc sociaux, voire autour aussi forcément d'un isolement et d'un trauma qui est donc lié à la situation de migration en elle-même. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver aussi des difficultés pour ces femmes à s'insérer dans le marché du travail, dans le pays d'accueil. Donc, dernier point que j'ai pu repérer avec l'ensemble du groupe, c'est la question de la maternité qui est donc de jeunes femmes qui sont donc mineures, avec une forme d'immaturité qui est très spécifique et d'isolement qui peut être donc social, mais aussi l'absence d'un conjoint qui serait disposé à assumer son rôle de père et à être père. Le rejet familial fait aussi partie de ces caractéristiques. Donc ça veut dire que si on a ce portrait qui est posé de la part des femmes, il faut regarder ce que ça donne du côté donc des professionnels. Et donc là, on va avoir des caractéristiques aussi. On va repérer que pour les 4 pays qui sont donc partenaires, les postures professionnelles se rassemblent dans leurs grandes lignes. Vous allez voir dans la journée qu'il y a un certain nombre de différences, mais on est quand même sur des points communs, en particulier autour de l'accompagnement qui est proposé. Donc, un accompagnement professionnel qui tente à aider la personne, donc là il s'agit de la mère, dans une période qui est spécifique et qui, normalement, devrait l'aider à prendre conscience de sa situation, l'aider à mobiliser, mais aussi à développer ses propres ressources pour pallier les difficultés rencontrées dans la société dans laquelle elle vit, que ce soit une société italienne, française ou autre. Concernant l'enfant que vous voyez apparaître, en deuxième point, là, il va s'agir, en termes d'accompagnement, de veiller à ce qu'il se développe dans un environnement que l'on va nommer sécure, de pallier parfois les défaillances de la mère, et là, vous aurez de nombreux exemples dans la journée, de prendre des mesures de protection nécessaires, si besoin est, pour protéger l'enfant. Donc, en dernier lieu, c'est la dyade mère-enfant, donc le couple, on va dire, où il va s'agir de faire un accompagnement spécifique, et en particulier de favoriser la création ou le maintien de liens dans un environnement qui va être le plus approprié possible, ce qui n'est pas forcément le vécu des mères depuis la naissance de l'enfant. Donc ça veut dire que quelque part, on va avoir un accompagnement social ou médico-social, ça va aussi être un petit peu différent à ce niveau-là, qui va être différent dans le sens où vous allez, du point de vue des professionnels, repérer durant les interventions de ce matin et cet après-midi qu'il peut s'agir dans ce contexte-là de partage entre le professionnel et les mamans, de vécus qui sont très complexes et qui parfois sont forcément très douloureux. Et si le regard du professionnel est censé s'arrêter sur
des blessures qui sont donc symboliques, sociales ou physiques de la personne qui est accompagnée, donc la mère en l'occurrence, il est aussi vrai que le professionnel lui-même est touché par ces blessures. Et peut-être qu'il découvre son aptitude à ne pas comprendre les bénéficiaires ou les usagers, ça va dépendre des pays au niveau de la terminologie. Et de ce fait, il prend conscience de ses limites qui sont donc personnelles, mais aussi institutionnelles. Il paraît donc opportun de bien penser cet accompagnement en termes de pluridisciplinarité, de travail en réseau et ou en partenariat pour pallier le risque de fragilisation des professionnels. Donc ça veut dire que quelque part, par rapport à ce tableau que j'ai essayé de dresser à partir du travail que nous avons fait durant ces 2 années, je vais vous proposer de regarder les résultats auxquels nous sommes arrivés par rapport justement à la démarche que nous avons fait ensemble pour une définition commune. Je vais la reprendre de façon un petit peu, j'allais dire, théorique entre guillemets, et on aura dans un deuxième temps l'exemple d'une mère que Pierre Lavignasse va donc nous détailler. Alors, ça veut dire que vers cette définition de commune de la vulnérabilité, nous avons donc fait tout un travail qui a été lié à un certain nombre de séances en brainstorming pour justement arriver, j'allais dire, à des points communs, mais aussi à parler une même langue. Donc, l'axe numéro 1 que nous avons repéré quand il s'agit de faire une synthèse, c'est bien d'être vulnérable. À l'inverse, ne pas être vulnérable. Donc, je vais reprendre point par point pour vous donner en gros, j'allais dire, le ton de notre réflexion dans le groupe, dans le sens où si on parle de l'idée d'être vulnérable, eh bien, on serait de ce fait du côté, dans un premier temps, de la vulnérabilité, qui serait lié donc à un changement de contexte. Ça, c'est la première chose que le groupe a pensé. Et de ce fait, je vais vous donner un petit peu plus de précision par rapport à ce que nous avons travaillé ensemble. Il peut y avoir donc, dans ce cas, un contexte dans la société, donc un contexte sociétal, qui peut fragiliser. Donc ça peut être dans des espaces-temps précis, ou ça peut être dans un environnement qui est immédiat de la personne. Et on va repérer que des changements, de ce fait, peuvent affecter ou rendre une personne fragile ou sensible. Si quelqu'un touche une personne en difficulté, cette dernière peut prendre conscience de sa situation, et c'est ce qui va la rendre vulnérable. Quelque chose se passe, et elle ne peut pas, ou elle ne sait pas gérer seule, elle n'a pas les moyens d'être indépendante. Et donc, ça veut dire qu'on peut se demander, et c'était la question du groupe de travail à ce niveau, c'est quelles ressources cette personne, cette maman va avoir, et quels moyens de résolution elle peut mettre en place. Le vécu pour la personne fragilisée peut être aussi pensé comme un danger, ou bien elle se met carrément dans une situation qui va être de danger. Alors, la métaphore que le groupe a retenue, et on va en avoir plusieurs comme ça que j'ai essayé de repérer, c'est que cette maman marcherait dans ces cas-là sur des sables mouvants, c'est-à-dire qu'elle se sentirait faible et s'enlisant progressivement. Alors, si on regarde le fait d'être vulnérable d'un point de vue de la norme légale et sociale, eh bien, on va s'apercevoir que, quelque part, ce point de vue-là peut conduire la mère, donc vous le retrouvez ici, peut conduire la mère et l'enfant à être affaiblis dans les différents sens du terme. Il peut y avoir, par exemple, une barrière du langage et de la méconnaissance des codes. Ça peut être la première chose. La deuxième, c'est que la mère vulnérable ne voit pas forcément comment survivre à tant d'obstacles et tant de difficultés. Elle peut se sentir isolée,
handicapée, en souffrance. Elle peut aussi parfois manquer d'informations de la part des travailleurs sociaux, ça peut aussi arriver. Et de ce fait, le groupe a parlé, en termes de métaphore, du fait d'être peut-être au bord de la falaise, hein, c'est-à-dire qu'on est dans un entre-deux. On est encore, j'allais dire, sur un socle et un sol ferme, mais le vide existe. Donc, quand vous regardez du côté, cette fois-ci, de l'individu en situation de vulnérabilité, on a repéré quand même que la femme enceinte ou est accompagnée de son jeune enfant ne peut pas se sentir visible, reconnue dans ses difficultés. C'est une période qui, quelque part, est très compliquée dans le sens où on est d'habitude dans une valorisation de la maternité, et là, on va être dans un autre phénomène qui est plutôt celui de la non-reconnaissance. De ce fait, de nombreuses mères qui souffrent par exemple d'addiction ne sont pas repérées avec des programmes de suivi de grossesse tels qu'ils sont proposés aujourd'hui dans les pays concernés par le projet. C'est souvent au moment de la naissance, donc quand l'enfant est présent, ou quand l'enfant grandit, donc encore plus tard, que les services médicaux ou sociaux se rendent compte des difficultés de la mère ou de son enfant. Donc, ce que l'on repère aussi, c'est que la mère, lorsqu'elle est soumise à une influence ou à une pression sociale, parfois même à un pouvoir, à une domination, à une classe sociale qui peut être plus faible ou plus forte que sa propre classe sociale, eh bien, elle peut rendre vulnérable et se rendre vulnérable, en particulier dans un contexte qui peut être celui de la migration et de la prostitution. Alors, ensuite, on a le point de vue qui est celui de l'action sociale, donc des professionnels, et qui, quelque part, peut aussi influer sur la façon dont on pense la vulnérabilité et ce que c'est qu'être vulnérable. On s'aperçoit que si la personne est en demande d'aide et qu'elle reçoit un mauvais accueil des travailleurs sociaux, par exemple, ou du corps médical, eh bien, ou un accueil qui va peut-être être plutôt inadapté, eh bien, ça va avoir des répercussions néfastes, non seulement sur sa santé, qu'il s'agisse de soins et de santé physique ou psychique. La mère mal accueillie par les services auxquels elle s'adresse va donc réagir sur le mode qui est souvent celui de la résilience, si elle en a les ressources. Ce n'est pas donné à tout le monde. Soit elle subira de façon récurrente une forme de maltraitance institutionnelle. On peut se dire que dans ce cas, la mère, la personne, peut passer donc d'un état de vulnérabilité passager à un état qui va s'installer en permanence. Alors on s'est aussi posé la question de savoir si toute mère présentant un certain nombre de difficultés était dans justement un contexte qui la rendait vulnérable, mais est-ce qu'il existerait des mères qui justement grâce à un certain nombre d'éléments, vont être dans une situation où elles ne sont pas vulnérables. Alors on a repéré que de ce fait, la personne n'est pas forcément ou nécessairement dans une situation de vulnérabilité, même si une situation est objectivement difficile, et ça, c'est lorsqu'elle possède elle-même les ressources nécessaires pour surmonter cette situation difficile. Si elle a reçu, par exemple, une éducation qui lui permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour rebondir, ou si elle peut ressentir une forme de sécurité affective et des appuis extérieurs, on va être dans un schéma qui est plus de pouvoir, de ce fait, ne pas repérer cette vulnérabilité si elle existe. On peut alors parler d'effets
de résilience, mais dans ce cas, c'est une résilience qui est antérieure à la situation de vulnérabilité. L'expérience et les difficultés, elles peuvent être, et ça on l'a repéré dans quelques cas de mères vulnérables, elles peuvent être donc dépassées d'abord grâce au soutien, à la coopération, mais aussi à la solidarité d'autres individus qui sont proches d'elles. En gros, on parle souvent de personnes ou de figures d'accroche. Certaines mères qui sont donc mineures peuvent ne pas entrer dans des dispositifs de protection de l'enfance et de protection sociale si elles bénéficient, par exemple, autour d'elles d'un soutien comme, par exemple, un conjoint, un compagnon ou une famille qui peut être élargie et qui va être dans ce cas-là. La personne peut ressentir des formes qui vont être à l'inverse, et qui vont être plutôt de valorisation dans ces cas-là, et d'estime de soi, auxquelles elle peut justement, comme je vous le disais, s'accrocher pour trouver des facultés pour encore mieux rebondir. Alors, de ce fait, on est sur un positionnement qui fait que, à la rigueur, on peut se dire que toute personne peut être vulnérable. Mais si vous regardez du côté de la mère en elle-même, quand elle se situe, il reste 5 minutes. Oui, je pense que ça devrait être... là, franchement, ça devrait être bon. Quand elle se situe, donc, cette mère, dans une situation affichée de vulnérabilité, c'est le cas pour le projet, eh bien, il y a une histoire personnelle, souvent, qui est importante et qui est difficile, en lien avec l'éducation que la mère a elle-même reçue, avec son contexte et son milieu social. Le milieu économique, comme je vous le disais d'entrée de jeu, a aussi son importance, bien entendu. Il peut manquer donc de ce fait à cette mère qui s'affiche comme étant une mère vulnérable des formes d'équilibre et d'expérience d'une mère qui serait suffisamment bonne, pour reprendre une expression donc connue de beaucoup et qui tient de la théorie de Winnicott sur la maternité. Elle peut également vivre des changements perpétuels dans sa situation qui rendent le vécu de la maternité compliqué. Et de ce fait, on ne peut pas dire qu'il va y avoir des règles, que ce soit au niveau de l'âge, soit au niveau social. Évidemment, nous sommes autour de l'exercice de la parentalité qui, quelque part, peut poser un certain nombre de problèmes quand on s'affiche comme étant une maman vulnérable et que l'on n'arrive plus, par exemple, à écouter les besoins de son enfant. Il peut y avoir aussi, dans certains cas de figure, une déficience qui va être au niveau donc psychologique, mais une mère peut être aussi dépendante des appuis professionnels et ça peut avoir des répercussions sur la façon dont elle porte cette vulnérabilité. Elle peut se sentir perdue dans ce que la société propose quand on est une maman et quand on est une jeune maman ou une maman avec de jeunes enfants. Et elle peut aussi, surtout, ce qui est très important, c'est être perdue dans ses facultés à agir. Dans ses compétences maternelles, elle peut aussi, comme toute mère, avoir eu un rêve qu'elle ne peut pas réaliser. Alors moi, ce que j'ai repéré au niveau des métaphores du groupe de réflexion que l'on a mené en début de projet, eh bien, c'est que le groupe a parlé d'une mer qui marchait sur un lac qui serait gelé. Donc ça veut dire que quelque part, elle est autour de souffrances et de jugements qui peuvent porter, j'allais dire, préjudice à ses choix éducatifs, à son projet parental. Et c'est ainsi que nous avons pu repérer un certain nombre de difficultés. Alors ce que l'on a aussi repéré, évidemment, c'est autour de la situation de migration, où là, on va être plus sur des situations, comme je vous le disais, où il y a des différences culturelles et linguistiques qui peuvent engendrer de ce fait le fait de se sentir à part. Et on peut être au niveau d'une mère vulnérable
à être culturellement perçues par exemple, les professionnels comme étant différentes, avec une culture du maternage, par exemple, qui peut être complètement opposée à ce qui est dans le pays. Et de ce fait, des modèles vont se juxtaposer quant à la culture d'origine et ce qui est transmis dans l'institution, voire dans la société, qui est une société normalement d'accueil. Elle ne peut, en général, dans cette vulnérabilité, pas compter sur beaucoup de soutiens familiaux qui sont très très éloignés. Et de ce fait, on s'aperçoit quand même que cette mère, avec ce bagage qui est quand même très lourd, peut passer, pour reprendre la métaphore du groupe, entre les mailles du filet au niveau d'un suivi de grossesse que l'on va nommer habituel dans chacun des pays du projet. Donc, ce que je vous proposerai pour terminer, parce que je pense qu'on est vraiment dans la dernière phase, c'est bon, c'est de penser aussi en dernier à cette vulnérabilité qui va être issue de la relation mère-enfant, et ensuite justement de parler de l'enfant. Je vais terminer sur l'enfant parce que je pense que c'est le thème en vérité central de notre projet, c'est d'améliorer le bien-être des enfants à travers la relation maternelle. Donc, on est bien d'accord que dans ces cas-là, en ce qui concerne la vulnérabilité qui peut être issue d'une relation entre mère et professionnel, on va être de ce fait sur une prise en compte qui parfois est problématique par rapport, comme je vous le disais, aux pratiques maternelles de maternage, par exemple. Et il peut s'agir, par exemple, de prise de pouvoir d'un professionnel qui serait parfois considéré comme j'aime pas trop le mot, mais c'est le mot qui a été utilisé dans le groupe expert, par rapport à la façon d'élever ou d'éduquer un bébé ou un enfant, alors qu'il existe, on le sait bien, plusieurs modèles. Alors si on regarde du côté de l'enfant, on va se dire que on est justement sur un portrait d'enfant qui ne ressemble pas à celui que nous avons en tête, que l'on soit soi-même parent ou professionnel et professionnel. On va repérer de ce fait que déjà un enfant, il devient vulnérable ou il est vulnérable par le fait de vivre dans un cadre vulnérable, donc une famille vulnérable. L'enfant lui-même, il n'est pas forcément vulnérable. Il peut forcément être dans une famille qui fait l'expérience de la vulnérabilité et ce qui va l'affecter dans son développement, dans ses sentiments. Et il peut y avoir aussi le cas de parents qui sont donc absents et qui, quelque part, vulnérabilisent le fait d'être l'enfant et vulnérabilisent forcément les liens. Hein. Donc, ce que l'on repère quand même, c'est que dans cette situation, il y a un sentiment de honte qui est souvent transmis à l'enfant par justement les parents. Ce qui compte aussi beaucoup, c'est son âge. C'est son âge, c'est-à-dire que quelque part, l'âge lié aux sentiments et aux émotions que l'enfant est en capacité de transmettre va afficher une forme de fragilité chez lui-même. Et de ce fait, les changements à répétition, par exemple dans l'environnement, dans son environnement habituel, des différences de situation sociale qu'il peut vivre dans des milieux d'accueil de la petite enfance ou à l'école maternelle, avec un sentiment de différence, que ce soit aussi dans la façon dont on a de se comporter, mais on a aussi pensé à tout ce qui peut être matériel, les vêtements, etc., renforce chez l'enfant la vulnérabilité et ses expressions donc émotionnelles par rapport à ce qu'il doit donc affronter et qui est plus du côté de difficultés. On a aussi repéré que sa couleur de peau et son isolement sont autant d'indicateurs par rapport à des formes de vulnérabilité.
On a repéré aussi, en troisième point, le manque de communication de l'enfant, c'est-à-dire que la peur, le sentiment de peur peut envahir un enfant qui cherche à se mettre à côté, il se met à part. Donc ça veut dire que l'enfant vulnérable, il est quand même cette fois-ci confronté à des forces contradictoires en ce qui concerne aussi son éducation en milieu familial, mais aussi à l'école par exemple, à la crèche, dans des milieux institutionnels. Et il n'y a pas forcément, de ce fait, on le repère, il n'y a pas forcément de considération et de prise en considération de cet état de fait à l'école par rapport justement aux choix parentaux qui sont donc d'emblée affichés comme étant problématiques quant au développement de l'enfant. Alors, dernier point que l'on repère, eh bien, c'est que nous sommes sur des formes de négligence. L'enfant vulnérable, il peut vivre dans une situation constante de négligence. Il accumule des difficultés qui sont souvent de santé, des syndromes, des signes de retard, et ce dernier est souvent considéré comme un objet pour ses parents par une position qui va être déterminée, soit c'est le premier enfant, il peut être déterminé par rapport à une fratrie, et on va lui donner un rôle et on va lui donner une forme d'identité. Et de ce fait, il ne semble pas y avoir d'inscription qui soit directe par rapport à une parenté et par rapport à des places qui peuvent être donc une place sexuée de garçon ou de fille. La métaphore qui a été retenue par le groupe à ce propos, eh bien, c'est celle d'un enfant perdu sur une autoroute. Donc, ce que je vais dire en quelques mots pour ensuite passer la parole à Pierre sur un cas qui sera beaucoup plus concret, eh bien, c'est que on repère un certain nombre de constats quant à la question qui va être... Je regarde si j'ai mis une... Oui, alors, j'ai encore une diapo. Voilà. On va repérer un certain nombre de constats quant à la présentation que je vous ai faite, en particulier du côté des mères et surtout je termine sur la question de l'enfant et de son bien-être. Nous sommes dans un registre qui est celui de penser, comme la Convention internationale des droits de l'enfant le propose, à une démarche qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, pour reprendre les mots exacts. Et donc ça veut dire que là, on est confronté dans ce projet à un certain nombre de caractéristiques qui font qu'on a besoin, par rapport à des bébés ou des très jeunes enfants de moins de 6 ans, puisque c'est le projet qui a déterminé aussi l'âge des enfants, eh bien, il présente un certain nombre, par rapport aux enfants, j'allais dire du même âge, un risque accru de se retrouver dans une situation de vulnérabilité qui va s'installer au regard de la situation de leur mère lors de la grossesse, de la naissance et durant les premières années de la vie. Ils risquent de souffrir de manque de soins ou de bienveillance, ou d'en bénéficier, mais ce sera par intermittence. Le deuxième point, c'est autour de ce qui est encore à travailler, eh bien, c'est que ces mères ont des grandes difficultés à répondre aux besoins, que ce soit ce qu'on appelle les besoins primaires, mais aussi les besoins comme la sécurité affective, en raison de leurs trop grandes difficultés qui sont donc personnelles et que j'ai énoncées tout au long de cet exposé. Enfin, des bébés qui sont donc dans une situation de vulnérabilité médico-psychosociale en raison des consommations de substances, et on va y revenir avec l'exemple que Pierre va vous présenter, et qui font que nous sommes dans des retards quant au développement psychomoteur, troubles du comportement, etc. Donc, moi, ce que je dirais en conclusion, et je parle vraiment au nom du groupe, c'est que pour tenter de mieux accompagner, parce qu'il y a une démarche d'accompagnement, mais on est bien, comme ça a été précisé
par mes collègues en début de présentation ici, on est bien sur l'idée d'améliorer par des formations l'accompagnement des femmes vulnérables et de leurs enfants dans une période qui reste la même, c'est-à-dire périnatale. Notre projet cible donc aussi la construction d'outils de lecture mais aussi d'analyse de cette vulnérabilité afin de mettre en place une participation ou une collaboration avec la mère pour qu'elle puisse vraiment être en relation et consciente aussi de l'importance de développer le bien-être de l'enfant. Moi, je vous remercie. Je crois que je suis dans les temps pile poil. Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie. Je crois que ceux qui ont participé au projet européen se sont reconnus. C'est ce qu'il fallait. On passe la parole à Pierre. Et n'oubliez pas, notez bien vos questions pour Anne-Marie. Vous pourrez les poser après l'intervention de Pierre. Donc, je vais vous présenter un cas clinique en relation avec des troubles addictifs. Et au cours de cette présentation, j'essaierai de relier un petit peu les éléments, des éléments précis sur ce que vient de dire Anne-Marie, c'est-à-dire des éléments de vulnérabilité. Dans un deuxième temps, j'essaierai aussi de m'attacher à vous présenter quelques outils. Vous entendrez parler beaucoup dans cette journée d'outils. Ce sont des outils de repérage, d'observation, et je vous en présenterai quelques-uns qu'on utilise au XAPA Broc 10. Donc le cas clinique, je vous présente ce cas clinique, on appellera la maman Madame L et le bébé A. Alors Broc 10, c'est pas loin d'ici, c'est sur la route de Pau, pour ceux qui sont un peu de la région. C'est à 15 km au nord-est de Bayonne, et je vous ai montré deux photos du centre, qui est un centre qui est un peu isolé, qui est à l'extérieur du côté urbain, le bâtiment général et l'unité mère-enfant. Alors on va se centrer essentiellement sur cette unité mère-enfant. L'unité mère-enfant comprend 5 places maman-bébé ou femme enceinte. Et cette unité a ouvert très récemment, puisque le bâtiment est tout neuf, et que l'ouverture s'est faite en début 2017, c'est-à-dire il y a quelques mois. Alors, donc, les objectifs principaux de la venue au centre d'une maman et de son bébé. Alors, peut-être en préambule, je pourrais vous dire que les mamans qui viennent dans notre centre n'ont plus de problèmes addictifs actifs, théoriquement, dans le sens où ces problèmes se sont réglés dans un sevrage qui est préalable à l'arrivée dans le centre. On ne fait pas de sevrage d'alcool ou d'autres produits dans le centre. Les sevrages sont faits avant et l'arrivée donc de la personne est sevrée. La personne est sevrée. Donc les objectifs principaux de la venue dans le XAPA, c'est de stabiliser la situation maternelle sur le plan addictologique, comme je viens de vous le dire, médical et social, et de préserver bien sûr la santé et la sécurité du bébé pendant la phase sensible de ce développement. On accueille maintenant des enfants jusqu'à 3 ans inclus, voire un petit peu plus, alors qu'avant, quand on avait uniquement une place expérimentale, on pouvait les avoir uniquement jusqu'à 1 an, ce qui faisait que c'était un peu difficile parce que le temps que les enfants viennent, le temps que le cas soit étudié entre le XAPA et les gens qui nous les envoient, il y a souvent un certain délai qui fait que on est un peu bloqué par cette histoire des 1 an. Alors, comment arriver à ces objectifs ? En réduisant les risques inhérents à la conduite addictive avant et après la naissance et en favorisant et soutenant le lien mère-enfant. Donc, pour revenir un peu à l'historique et aux antécédents de cette maman, il s'agit d'une maman qui, quand elle arrive à Broc 10, a 34 ans. Elle est originaire de l'Est de la France. Ses parents sont ouvriers et artisans. Le père est artisan, la mère est ouvrière. Et ce
qu'on note d'emblée dans son histoire et dans ce que nous raconte l'équipe qui va nous l'envoyer et elle-même une fois qu'elle est dans le XAPA, c'est que les consommations d'alcool et de cannabis se font très très jeunes, vers l'âge de 12-13 ans. Ce qui, on le sait maintenant, est un facteur qui n'est pas très très bon, qui est même très très mauvais, en particulier celui de commencer le cannabis très jeune, fait que les conséquences, malheureusement, sont plus c'est commencer jeune et plus c'est délétère. Elle dit avoir une enfance douloureuse avec des parents très durs. Les conflits sont nombreux et se font de façon très jeune. Elle se sent très isolée dans cette famille. Elle a un frère qui est plus âgé et qui disparaît petit à petit de la circulation, en tout cas il n'a plus de contact avec elle très rapidement. La maman, on a des notions que la maman buvait et que le père fumait pas mal de cannabis. Alors la mère buvait, la maman buvait. On n'a pas de notion que la maman ait bu pendant qu'elle était enceinte de Madame L. Madame L ne présentait pas de signes évidents de SAF, c'est-à-dire de syndrome d'alcoolisation fœtale ou d'EDCAF, à part peut-être une labilité psychique, mais ça, c'est une hypothèse. Alors on arrive vraiment à la partie la plus difficile et où on voit la vulnérabilité arriver immédiatement, c'est-à-dire que le père l'a violée pendant une période assez longue, de 12 à 16 ans, que cette histoire de viol a été confiée à la maman alors qu'elle a 16 ans et que la conséquence, c'est que la maman l'a mis à la porte. On voit souvent ça malheureusement dans les familles, c'est-à-dire que ou c'est nié, ou c'est tellement su mais tellement douloureux que la maman le nie et en fait, une fois de plus, c'est l'enfant qui est victime. Donc cette adolescente est mise en foyer et n'a plus aucun contact par la suite avec sa famille. Donc adulte jeune, elle arrive à 20 ans dans le sud-ouest, elle était originaire de l'est de la France, on ne sait pas trop dans quelles circonstances elle vient, mais enfin c'est pour continuer un peu, vous verrez que le cas est fait de rupture d'errance, etc. Là c'est une période probablement d'errance. Elle arrive dans le sud-ouest, dans la région paloise, et immédiatement elle a des passages à l'acte de type délinquance et violence, pas des choses extrêmement graves, mais enfin des choses répétées en tout cas. Donc une jeunesse faite d'errance et de rupture. Alors très vite elle a une fille qui a maintenant 14 ans, et cette jeune fille, ce bébé est placé très vite après la naissance, sans qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Elle a une autre fille de 9 ans, actuellement, dont elle a pu s'occuper jusqu'à 2 ans et demi, et ensuite qu'elle a laissé avec le père. Alors ça, on le sait, c'était dû à des reprises de consommation très importantes. Quand elle a eu cet enfant, après qu'elle l'ait eu, des consommations importantes d'alcool, de cannabis, d'héroïne qu'elle commençait à injecter à cette époque-là. Donc il y a eu une rupture, il y a eu probablement un placement de justice chez le père. Elle ne travaille pas, elle n'a pas de travail très stable, elle a effectué des petits travaux saisonniers. Un suivi addictologique on retrouve encore une fois la notion de rupture d'errance, avec beaucoup de ruptures, avec des changements d'équipe, etc., pas quelque chose de stable. Et enfin, une présence depuis l'adolescence de troubles alimentaires qui ressurgissent de temps en temps pendant la période où elle est venue au XAPA, la première fois, je vous en parlerai un petit peu après, elle a eu des troubles alimentaires très importants, à type d'anorexie. Elle ne mangeait plus, brutalement, elle s'est mise à plus manger du tout. Donc pour attacher un petit peu à ce qui a été dit avant et ce qui sera dit pendant toute la journée, les facteurs de vulnérabilité, ils sont très très évidents chez elle, mais on voit qu'ils sont aussi très intriqués. C'est pas que de l'addiction, d'abord c'est des maltraitances et une insécurité familiale qui est repérée a posteriori, des problèmes d'addiction comme je vous ai dit très jeunes, un isolement et une exclusion sociale avec des errances et une fragilité psychologique vraiment importante.
Alors, à noter qu'elle a fait un premier séjour au XAPA en 2015. Donc, elle connaît déjà la fonction, la façon dont on travaille. Elle connaît déjà les éducateurs. Elle connaît déjà les règles, je dirais, de fonctionnement inhérents à toute institution. Ce premier séjour s'était fait pendant 6 mois après un sevrage d'alcool, alors qu'elle avait eu cette période d'héroïne importante. Là, ça s'était bien passé, je dirais, bien qu'on avait noté à cette époque-là une intolérance assez importante à la frustration, des clashs assez fréquents, des états un petit peu limites par rapport à l'institution et à ses règles. Mais, somme toute, ça avait été très positif pour elle, sauf que malheureusement, dans les problèmes addictifs qui sont des problèmes chroniques, qui sont des problèmes à rechute, elle avait rechuté assez vite après son retour à Pau, quelques mois après. Elle avait rechuté, je dirais, moins gravement qu'elle était avant sa première venue, mais elle avait rechuté. Elle est enceinte donc en mai 2016. À ce moment-là, elle a un appartement qu'elle loue. Elle vit avec le papa, avec le père du futur bébé, qui lui aussi a des problèmes d'alcool. La grossesse se passe moyennement bien. Il y a quand même un suivi qui est fait, suivi minimum, je dirais, sur le plan médical. Et à 6 mois de grossesse, elle décide de partir de chez elle. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a de mauvaises relations avec le père, avec le futur père du bébé. Et lui, comme elle dit, il s'incruste. C'est-à-dire qu'il il veut pas partir. Elle a envie un petit peu de se soigner, de rompre ce processus de relation assez pathologique qu'elle a avec lui. Mais lui, à ce moment-là, il est bien chez elle, il veut rester là, il ne veut pas partir. Donc, une fois de plus, elle reproduit ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, un petit peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'elle repart de chez elle, mais en demandant à ce moment-là de l'aide, au service hospitalier, au XAPA qui la suit de façon ambulatoire. Et là est organisée une première hospitalisation et elle restera quasiment hospitalisée jusqu'à la naissance de son bébé. Donc sur le point addictologique pur, quand elle arrive au XAPA, d'abord, avant d'arriver, pendant la grossesse, on prend chronologiquement. Avant la grossesse et pendant les 3 premiers mois de grossesse, là, on voit que quand même, il y a des consommations d'alcool qui sont vraiment massives. Massives, c'est-à-dire qu'elle boit 10 bières fortes, c'est des bières à 8, 6, 9 degrés, 10 bières fortes de 50 centilitres par jour en moyenne. Mais c'est quasiment tous les jours, c'est tous les jours. Ce qui fait à peu près, puisqu'on note en unités d'alcool, 40 unités d'alcool par jour, ce qui est quand même énorme. Une bouteille de vin, par exemple, c'est 7 unités d'alcool. Donc vous voyez quand même 40 ce que ça représente. Les bières fortes sont très délétères. C'est vraiment... Cannabis, elle fume 1 à 8 joints par jour. Tabac, elle fume 20 à 30 cigarettes par jour, et très occasionnellement, enfin quand je dis très occasionnellement, c'est à peu près quand même une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines. C'est des prises de cocaïne, de MDMA, qui est un dérivé amphétaminique, et d'amphétamine sous forme de sel d'amphétamine. J'ai noté sans injecter, parce qu'elle a arrêté quand même ses pratiques d'injection qu'elle avait quand elle injectait de l'héroïne. Donc à 3 mois, c'est à l'annonce, c'est quand elle se rend compte qu'elle est enceinte que quand même elle bascule par rapport aux quantités qu'elle consomme. On peut dire quand même que c'est une preuve d'une certaine adaptation à son état. Elle sombre pas totalement, elle sait que c'est pas bon, elle arrive à arrêter l'alcool à ce moment-là, tout en étant chez elle. Elle dit que c'est un arrêt quasi complet sans qu'il y ait une prise en charge médicale, et elle ne boira plus que 3 bières de 25 centilitres pendant tout le reste de sa grossesse. Alors comparé aux 40 unités, c'est quand même très différent. Cannabis, elle continue à fumer 1 à 8 joints par jour les 15 premiers jours de chaque mois. Alors pourquoi les 15 premiers jours? C'est uniquement un problème pécunier. C'est-à-dire que comme elle est au RSA, les 15 premiers jours, elle a un peu d'argent, une partie passe en consommation de cannabis, et puis quand elle voit qu'elle n'a plus de quoi acheter, elle s'arrête de fumer.
pendant la grossesse. Tabac, elle arrive à baisser sa consommation de tabac, et en particulier vers la fin, au moment où elle est hospitalisée, grâce à l'emploi de substituts nicotiniques, elle arrive quand même à gérer un peu le problème qui est passé de 30 à 40 à 20 à 30 de 2 à 10 cigarettes, et pas d'autre consommation, bon ça suffit déjà, mais elle arrive, il n'y a plus de consommation occasionnelle de cocaïne, MDMA, héroïne ou autre chose. Je vais vous décrire un petit peu le séjour à Broquedis. C'est une maman qui arrive, elle accouche à Pau, elle arrive à J6, ce qui est quand même très... elle avait fait une demande pendant l'hospitalisation de revenir chez nous parce qu'elle savait qu'elle pouvait y trouver un soutien, et donc elle avait fait cette demande. Elle arrive à J6 après un accouchement et une césarienne non programmée, hein, et des problèmes médicaux en postpartum, en particulier elle arrive avec un sein qui est un peu douloureux, et en 3-4 jours, elle a un abcès absolument monstrueux du sein qui nécessite une hospitalisation en ambulatoire, un drainage de cet abcès dans des conditions très douloureuses. Elle est fatiguée, bon ben on le serait à moins, hein. Elle est fatiguée, elle est très asthénique, et alors il y a toujours cette notion, bon, de fatigue, de manque de sommeil, et je dirais d'irritabilité. C'est une femme qui est assez irritable, qui est assez intolérante à la frustration, mais là, dès qu'elle arrive chez nous, elle est très irritable. Pour la moindre chose, elle se met en colère, ou elle conteste, ou enfin ça va pas. Ça va pas du tout. Malgré tout, elle a des gestes qui sont sécures pour son enfant. En particulier, immédiatement, on voit qu'elle lui donne le biberon. Quand elle lui donne le biberon, on voit qu'elle le tient bien, que l'enfant répond bien, je veux dire, boit bien son biberon, qu'il n'y a pas de trouble, et qu'elle est quand même en interaction, malgré toute sa fatigue, malgré ce qui se passe, malgré le fait qu'elle est obligée d'aller à l'hôpital, de subir ensuite des soins à domicile, elle s'occupe de son enfant. Il y a bien sûr besoin d'un soutien, de relais d'étayage pour s'occuper du bébé, en particulier la nuit, parce qu'il y a une période d'adaptation de l'une à l'autre qui se fait difficilement, en particulier la nuit, et parce que c'est un enfant qui pleure. Alors c'est un enfant qui pleure, tous les enfants pleurent, même assez vite après la naissance, au moins un petit peu, mais elle, ce bébé, ce qu'il fait, c'est que tout d'un coup, elle a l'air bien, et tout d'un coup, elle se met à pleurer de façon vraiment violente, sans qu'on puisse vraiment la calmer, ni dans les bras, ni en lui parlant. C'est assez impressionnant, et on ne sait pas trop, c'est difficile à savoir. Elle est suivie en PMI, il n'y a pas de souci majeur, je veux dire somatique, qui pourrait expliquer ses pleurs. Alors il y a peut-être des maux de ventre, la colique du nouveau-né, mais ça n'a pas l'air de correspondre vraiment. Alors l'hypothèse, c'est qu'il y a aussi peut-être un syndrome de sevrage chez ce bébé, en particulier de cannabis, et on en parle de plus en plus. Quand les femmes fument beaucoup de cannabis et le tabac, on est là en présence d'enfants qui sont souvent un peu hyperexcitables, qui ont des crises comme ça classiques de pleurs, qui durent longtemps, et la nuit par exemple, et c'est l'intérêt de pouvoir avoir une structure comme la nôtre, c'est-à-dire la nuit elle n'est pas bien, elle ne peut pas garder son bébé, le bébé pleure, et à ce moment-là, les premières nuits, c'est toujours le veilleur de nuit qui est là, il y a toujours quelqu'un en Broquedis 24 sur 24, et le veilleur de nuit s'occupe du bébé. Il y a un lit qui est dédié au bébé, qui est dans la pièce où il y a le veilleur de nuit, et c'est le veilleur de nuit en fait qui s'en occupe la nuit, ou la veilleuse, puisqu'il y a 2 veilleuses et un veilleur à Broquedis qui se relaient. Pendant ce mois et demi quand même, dès la fin du premier mois, ce qu'on note, c'était un accouchement à terme, ce qu'on note, c'est qu'il y a des sourires-réponses de l'enfant qui... alors, des fois, on a quand même toujours des représentations, et on trouve qu'il sourit tout.
C'est vrai que, mais il sourit, c'est des sourires réponses, c'est pas le sourire aux anges de l'enfant qui vient de naître. C'est vraiment un sourire. C'est un sourire qui est destiné, on le voit, destiné à la maman ou destiné à la personne qui s'occupe de l'enfant. Quand l'enfant est bien, elle sourit très vite. Les pleurs continuent quand même, hein, c'est récurrent, s'améliore petit à petit. À la fin de ce premier mois et demi, il y a le père appelle de temps en temps, ou elle appelle le père, ils ont renoué, et en fait, le père demande à venir, on sait qu'il a des problèmes, la voir et voir l'enfant, à Brocquedis, on sait qu'il a des problèmes d'alcool, donc on arrive quand même à ce qu'ils viennent voir l'enfant, viennent voir la maman, mais les visites ont lieu à Bayonne dans une association qui s'appelle le Trait d'Union et qui nous aide beaucoup dans ces cas-là parce que c'est beaucoup mieux que la visite se fasse en dehors de chez nous. C'est plus facile pour tout le monde. Et donc cette association qui a d'ailleurs rejoint Caminante, je les salue, je pense qu'il n'y a qu'un des représentants qui est ici, et nous a permis de rendre les choses de façon apaisée et dans un contexte calme. Et le père donc renoue avec l'enfant et la maman pendant le séjour. Bon, là, vous voyez, les paramètres s'améliorent, heureusement. L'abcès, bon, est totalement drainé. L'asthénie et le sommeil chez la maman, ça va beaucoup mieux. Il y a un très bon développement staturo-pondéral du bébé. Il n'y a pas de microcéphalie. C'est un enfant qui, finalement, se développe bien. Il n'y a pas de stigmate, j'y reviendrai après. Il n'y a pas de SAF, du point de vue morphologique. Hein. Il n'y a pas de microcéphalie, la bouche est normale, les yeux aussi. Il n'y a pas d'atteinte visible due à l'alcool, ce qui, on se dit tant mieux, mais enfin on est un peu surpris, hein, vu les quantités consommées pendant les 3 premiers mois. Ce qu'on voit quand même là pendant les 3 premiers mois, c'est que la maman, je vous ai dit, c'est une maman donc qui est très tonique, très dynamique. Hein, quand elle va mieux, elle veut aller jouer, elle veut s'occuper. Mais ce qui nous préoccupe un peu, c'est qu'elle est très centrée sur elle-même et que quand même il y a une préoccupation de sa part pour le bébé. Mais s'il y a quelque chose qui lui fait plaisir ou qui va lui faire plaisir, là j'ai pris l'exemple, on est dans un pays où on joue à la pelote basque. On organise, il y a des ateliers de sport où les résidents vont jouer à la pelote. Si par exemple le départ pour la pelote basque va arriver et qu'il y a un biberon à donner, le biberon il passe après. Hein. Et elle se centre sur sa pelote, sur son plaisir, sur elle-même. Elle a du mal quand même à ce que le lien soit vraiment très très adapté. Le bébé quand même, la quantité et l'intensité des pleurs et la fréquence des pleurs diminuent très régulièrement. Et donc pour ce qui est de la fin du séjour, si vous voulez, on est dans ce cas clinique, elle demande à partir, mais pas à partir dans son logement. Il y a une réorientation qui est faite dans un foyer maternel avec un logement autonome, mais avec une équipe qui est là pour l'accompagner. Alors c'est moins contenant que là où elle est chez nous, parce que chez nous, elle, par exemple, ne pouvait pas sortir seule, elle ne fait pas les courses seule, tout ça pour pas qu'elle ait accès aux produits alors qu'elle est quand même proche d'un moment très actif en addiction. Mais là où elle va, ça va être un peu plus, et c'est ce qu'elle demande, hein, avoir un peu plus, entre guillemets, de liberté, ce qu'elle aura, mais il y a quand même un accompagnement qui se fait au quotidien avec des puéricultrices, avec un bon relais aussi pour le bébé, en particulier une psychomotricité qui continue à se faire sur peau. Je vais vous en dire quelques mots maintenant. Là, je vais passer un peu plus vite. Très bien. Je vais vous présenter ce que je vous ai dit en début d'intervention, c'est-à-dire je vais vous montrer quelques outils qui nous aident dans, je vais dire, l'affinement des symptômes cliniques, qui nous aident un petit peu à systématiser et à rendre les choses plus fines et plus réelles.
pour nous. L'addiction sévérité index, c'est un entretien. Alors c'est un outil qui est centré sur l'addictologie, mais pas que sur l'addictologie. Ça dure à peu près 1 heure, c'est semi-structuré, c'est-à-dire il y a des questions, mais les questions sont quand même ouvertes. C'est pas un QCM où on coche uniquement des cases. C'est très intéressant parce que ça fait recueillir de nombreuses informations sur les aspects de la vie qui peuvent participer au syndrome d'abus de substances. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement centré sur les substances. Par exemple, il y a l'aspect médical. Alors, il peut y avoir des hépatites C liées à l'addiction, des choses comme ça. Il peut y avoir des problèmes de foie liés à l'alcool. Alors, tout ça, c'est répertorié par le volet médical. Emploi-ressources, là, il y a des questions sur l'emploi et les ressources de la patiente. Ensuite, on passe aux drogues, alcool. La situation légale, qui est aussi importante et souvent en relation avec des phénomènes addictifs, les relations intrafamiliales sociales et l'état psychique. Alors, normalement, les gens doivent être formés à faire passer cet entretien-là. C'est une petite formation, hein, tout le monde peut être capable de faire passer un entretien de ce type-là. Dans le cas de Madame L, ce qu'il faut noter, c'est que ça nous permet en fait de gagner beaucoup de temps, c'est-à-dire de mettre le focus, l'accent sur des choses dont on aurait peut-être parlé, mais 15 jours, 3 semaines après. Je pense aux relations familiales ou à la situation légale. Tout d'un coup, on voit que quelque chose arrive qu'on n'avait pas prévu, des dettes, des choses comme ça. Et ça permet de répertorier tout ça de façon très, très concrète. Alors, on utilise également à Brocody ce qu'on appelle le carnet de bord des observations mère-enfant. Alors, c'est un outil qui permet de repérer les ressources, les difficultés et les contraintes dues au milieu, d'identifier les besoins de l'enfant et des parents. Alors ça, sur le plan théorique, ces repérages d'identification. Oui, ces repérages et identifications se réalisent grâce à des observations des différents temps du quotidien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, dans l'équipe, on se dit, quelqu'un trouve que la maman, au niveau du bain, ça ne va pas du tout, parce que, ça a l'air dangereux, le bébé a l'air de glisser. Bon, je vous prends un exemple comme ça. Et donc, alors on se dit, ce carnet de bord à quoi nous sert ? On va observer pendant un moment, un professionnel qui a l'habitude de ça va être avec la maman et va observer un petit peu ce qui se passe du point de vue de la mère, du point de vue des bébés et des interactions qu'il y a entre eux. Hein. Et par exemple, sur cet exemple-là, on peut dire finalement, en observant, on se rend compte que finalement, le moment du bain n'est pas un moment qui est dangereux pour le bébé. Au contraire, les interactions se font bien, etc. Alors, ça peut être tout ça, je vous ai pris le bain, mais ça peut être fait au niveau du jeu, ça peut être fait au niveau de l'atelier voix. Au moment du repas, le repas, ce sont des moments très très importants. La façon dont l'interaction se fait, dont le repas est pris, est-ce que les rots sont proposés à l'enfant au moment où il faut ? Enfin, tout ça, ça fait partie c'est une observation un peu plus centrée, un peu plus fine et qui nous donne un petit peu des choses plus, où la clinique est un peu affinée par rapport à ce que un éducateur pourrait dire, moi je trouve qu'aujourd'hui elle fait n'importe quoi, l'autre dit, non, écoute, hier c'est bizarre parce qu'elle l'a donné très bien. Donc on fait un focus sur un moment particulier et on note tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, en essayant quand même de restituer ça à la maman de façon la plus positive aussi possible, comme il ne s'agit pas de lui dire non, tu fais n'importe quoi, etc. Il faut aussi pouvoir lui dire ça c'est bien, ça c'est pourquoi tu avais ça à ce moment-là. Donc ce sont des moments qui sont importants. Donc je ne vais pas vous le détailler parce que le temps presse, mais on pourra. Dans le cas de Madame L, ça nous a permis un petit peu de décrire ce cas et d'observer qu'elle avait une proximité avec son enfant, des regards mutuels, des sourires, des paroles, des manifestations d'attachement et de valorisation. Ça, elle l'a eu très vite. Pas trop au début parce qu'elle était vraiment très fatiguée, mais pendant les 3 premiers mois, on a pu, grâce à tous les éléments que je vous ai donnés, obtenir ce que j'appellerais presque un diagnostic. Au niveau éducatif,
ben, elle arrive à stimuler sa fille et s'adapter à ses capacités, mais comme je vous l'ai dit, il y a un manque de patience qui est très net, et parfois elle n'arrive pas à suivre le rythme de sa fille. C'est-à-dire, si elle est dans un moment où tout doit aller vite, ben, elle estime que sa fille doit suivre. Si elle est au ralenti, qu'elle a envie de se reposer, eh ben, elle ne supporte pas si la petite se met à pleurer. Voilà, cette intolérance quand même qui est très nette. Et voilà. Et aussi au niveau social, je veux dire, elle a un comportement qui peut être extrême. Elle aime beaucoup le sport, par exemple. Si elle regarde à la télé un match de foot qu'elle adore et puis que la petite est dans la poussette à côté en train de dormir, eh ben, elle se met à hurler parce qu'il y a un but, par exemple. Bon, c'est-à-dire, qu'elle est l'enfant ou pas l'enfant, ça ne change rien pour elle, pour son comportement. Quelques mots sur l'atelier voix. L'atelier voix, c'est un atelier qui est très très intéressant, qui nous sert aussi d'outil d'observation, hein, très très important. Cet atelier voix, ben, c'est une professionnelle que je remercie parce qu'elle a une grande compétence et une grande sensibilité par rapport à tout ce qui est voilà, chant, comptine, rapport aux enfants. Elle a une voix très douce, elle joue de la guitare très doucement également. Et dans l'atelier voix, il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit vraiment les interactions qui peuvent se passer ou le manque d'interaction hein, qui peuvent se passer. Là, par exemple, dans ce cas-là, on voit que dans cet atelier voix, les interactions sont très positives, elles se font régulièrement, mais que quand même, de temps en temps, c'est pareil, si l'enfant n'est pas très bien ou pleure, ben, la maman, elle lâche tout. Et de temps en temps aussi, la maman, c'est une ancienne rockeuse, elle aurait aimé qu'on fasse de rock dans cet atelier voix. On lui dit que c'est peut-être mieux d'apprendre le bercement, la rythmicité, des comptines qu'elle a appris. Alors malheureusement, elle n'avait pas appris beaucoup, mais que voilà, à quelle on peut lui faire référence et des choses comme ça. Et enfin, je vais finir sur un atelier qu'on appelle atelier, qui est la psychomotricité. C'est très très important la psychomotricité. Psychomotricité dans ce cas-là, je ne vais pas vous détailler, je vais juste vous dire que ce qui était très important dans ce cas précis, c'est d'essayer d'évaluer si d'emblée on avait un enfant qui avait des troubles neuromoteurs qui seraient dus à un syndrome d'alcoolisation fœtale ou à des troubles induits par l'alcoolisation fœtale. Alors, sur ce plan-là, la psychomotricité, c'est comme l'atelier voix. Il y a une restitution à chaque séance de comment ça s'est passé, des doutes qu'il peut y avoir, des positivités qu'il peut y avoir et de ce qu'il faut faire, ce que les éducateurs, vers où il faut qu'ils aillent pour essayer d'améliorer les choses. C'est toujours dans cet esprit-là qu'on le fait. Là, dans ce cas précis, si vous voulez, il y a eu des améliorations des attitudes et le lien entre madame et sa fille s'est fait au fil des séances, qui au début n'était pas facile parce que l'enfant pleurait beaucoup. Alors, la professionnelle de psychomotricité, que je salue ici une fois de plus, elle n'a pas repéré de syndrome par rapport à l'alcool et l'examen neuromoteur complémentaire, qui est un examen très très important en pédiatrie, il est satisfaisant. Ça nous rassure, c'est bien, mais dans le cadre du SAF, ce qui est très important à savoir, c'est qu'on peut avoir un début qui a l'air normal, et en fait, c'est petit à petit l'aspect cognitif, l'aspect relationnel et l'aspect apprentissage qui est délétère et qui est dû au fait, alors je vais pas en parler trop longtemps, mais ce qui serait dû, si vous voulez, au fait qu'il y a une migration neuronale qui est arrêtée pendant la période embryonnaire et fœtale, et que c'est ça qu'on paye après. Hein. Et ça, c'est définitif. Alors, la psychomotricité, qu'est-ce qu'elle peut aider? Si vous voulez, elle peut aider d'abord à aider au diagnostic, et puis surtout, elle peut aider à mettre en place des fonctionnement qui fait que, dans le meilleur des cas, on peut espérer qu'il y aurait des branches collatérales, des choses comme ça qui feraient que la migration neuronale ne reprend pas, mais qu'il y aurait des choses, des synapses qui s'organiseraient un petit peu de façon collatérale et qui fait que si on traite ces enfants, si on les aide par psychomotricité, les conséquences sont moins fortes que si on ne les aide pas du tout. Ça, je crois que c'est assez important pour ce qui concerne le SAF. Le temps du départ, les objectifs principaux, les deux, ce que je vous avais dit en début, ils ont été quand même réalisés, hein, c'est-à-dire préserver la santé de l'enfant et accompagner le lien mère-enfant,
Ça, on va dire que c'est validé. Le lien mère-enfant est suffisamment sécure, on l'a trouvé assez sécure pour que l'enfant puisse rester auprès de sa mère dans un environnement protégé. C'est important parce qu'on peut être à même de demander un placement ou de choses comme ça. Si on voit que la maman est trop défaillante, on ne peut pas laisser sortir une maman trop défaillante avec un bébé qui serait en danger. Là, franchement, ce n'était pas le cas. À court et moyen terme, le dispositif d'accompagnement se poursuit, mais j'insiste sur la vigilance. On a insisté beaucoup à poursuivre à long terme et surtout de vérifier les risques de troubles induits par l'alcoolisation de la mère. Ça nous est difficile de penser que cet enfant n'a pas quelque chose avec l'effet massif de l'alcool qu'elle a eu pendant les 3 premiers mois. Donc il faudra rester vigilant et il faudra que les équipes ne stigmatise pas cet aspect-là, les équipes qui vont le suivre, mais puissent quand même avoir ça toujours en arrière-plan. 1 mois après le départ, les nouvelles sont plutôt rassurantes. La maman maintient l'abstinence et le bébé continue à se développer de façon régulière. Voilà, je vous remercie et je remercie beaucoup l'équipe de Brocodis, les professionnels, bien sûr, et également les bénévoles qui nous ont permis de présenter ce cas. Voilà. Pour ce travail très, très inspirant. Petite question toute simple, c'est au niveau de la vigilance et les soins, la poursuite des soins, quels sont les types de suivis que vous proposez, quelle organisation, quel partenariat avec les services implantés? Oui, c'est un partenariat, bien sûr. Alors, je dirais que, peut-être je vais vous décevoir dans ma réponse, mais c'est vraiment au cas par cas. Vous entendez là? C'est vraiment au cas par cas. Là, dans ce cas, je vous ai dit un petit peu, c'est évident que là, on met le focus sur le suivi, l'aspect psychomote. Ce sont des enfants qui sont... qu'il faut suivre, bien sûr, et les mamans ne repartent jamais sans qu'il y ait de chez nous, sans qu'il y ait un suivi qui soit organisé. Et là, je vous dis, c'est vraiment au cas par cas. Dans ce cas précis, le truc, c'est de voir est-ce que cet enfant va pouvoir se développer dans un environnement suffisamment sécure. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du rôle du papa? Est-ce qu'il va y avoir des reprises d'alcool? Est-ce que, tout ça qui doit être organisé et noté, bien fait, et surtout, je l'ai dit, mais je le répète, sans stigmatiser. C'est-à-dire que, nous, on est très spécialisé là-dedans, donc on a un regard qui est pas, qu'on essaie d'être le plus bienveillant possible, malgré que cette maman, ça peut être choquant, une maman dont on vous dit qu'elle a bu et qu'elle a continué pendant les 3 premiers mois, alors qu'elle aurait pu peut-être s'en rendre compte avant. Donc on a un regard plutôt bienveillant, mais je crois que le travail qu'on a à faire, c'est d'essayer que tous les professionnels aient un regard bienveillant et pas stigmatisant, parce que si la moindre stigmatisation dans ces cas-là, il y a des ruptures qui se font très 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 vite dans le processus du soin, et je crois que c'est vraiment important de dire ça. Et notre travail de Cap Fer, c'est autour de ça, c'est que autour des professionnels de la petite enfance, et que chacun sache qu'il y a toujours de toute façon un espoir, mais il y a des bons diagnostics à faire et des bons moments à passer. Oui. Pardon. Vous parliez du sentiment de menace chez les femmes vulnérables, ce qui veut dire que l'autre n'est pas quelqu'un avec qui elles vont cheminer, qui va les aider à se construire, mais l'autre devient potentiellement destructeur. Est-ce que le sentiment de menace, c'est quelque chose de vraiment fréquent? Est-ce que vous considérez que c'est une norme chez les femmes vulnérables, ou est-ce que ça a été évalué en pourcentage par rapport aux femmes qui ressentent ce sentiment de menace, femmes vulnérables? Ça marche normalement? Normalement, oui. Donc, alors, ce sentiment de menace, il peut être donc forcément intériorisé, et vous avez, non pas en termes de statistiques et de pourcentage, un certain nombre d'études qui vont reprendre ce lien entre vulnérabilité et ce sentiment, qui sont plus à travers donc les observations
des interactions mère-enfant, par exemple, mais ça peut être aussi des entretiens qui ont été menés avec des mères, en particulier dans une littérature et dans des recherches qui étaient souvent des recherches-actions au Canada et dans la région du Québec, mais pas uniquement, où on a essayé de ce fait de prendre en compte cette réalité qui quelque peu avait été mise de côté quand on travaille, on accompagne les familles, en particulier les mères avec de jeunes enfants. Voilà. Monsieur ? Oui, pardon. Je voulais tout d'abord remercier parce que c'était très très intéressant. Je voulais poursuivre la remarque de Maïté Pinheiro tout à l'heure parce que je pensais à ce moment-là. Elle est dans un cadre qui est très sécurisé, qui est votre cadre pendant un certain nombre de temps, voire d'années. Ensuite, quand elle va passer dans un cadre totalement différent, peut-être que vos observations autour de sa capacité à être sécure vont être assez modifiées. Et je me demandais si vous aviez la possibilité, ou si ça se faisait, de savoir la suite de ce qui allait se passer. Parce que si vous avez la possibilité de le savoir, peut-être qu'ensuite, ça va modifier votre manière de noter des observations qui sont extrêmement intéressantes et importantes, mais dans un cadre particulier. Alors, d'abord, on est une structure jeune. On vient, comme je vous l'ai dit, on vient d'ouvrir, donc ce sont des questions qui nous préoccupent, bien sûr. On pense qu'il y a différents moyens que le lien continue quand même. Alors, on est jeune, mais en même temps, on a de l'expérience par rapport à de suivi d'autres personnes, puisqu'on a ouvert en 99 l'établissement général. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec du recul, c'est qu'on a beaucoup de liens, c'est-à-dire que les gens, spontanément, sans que quelque chose soit... Alors, on essaie d'organiser quelque chose pour le suivi à long terme, c'est-à-dire que les gens nous recontactent, mais on se rend compte que ça fonctionne bien. Mais c'est pas... si c'est votre question, ce n'est pas systématisé. On n'a pas encore... C'est très difficile parce que on peut le vouloir, mais qu'est-ce on peut essayer de créer quelque chose, mais c'est pas sûr qu'on ait des retours. Et surtout dans ce genre de cas dont on sait qu'il y a des errances, effectivement, et des ruptures. Alors, là, pour l'instant, elle est repartie dans un cadre assez contenant. Qu'est-ce qui va se passer à la sortie de ce cadre contenant? Est-ce que l'enfant va être suffisamment armé, je veux dire, pour être dans cette famille? Comment va être cette famille? On ne sait pas trop. Et on n'a pas trop de moyens ou alors il faudrait qu'on crée un outil nous-mêmes, pourquoi pas, on va y penser, qui systématiserait plus à long terme l'état de ces enfants. C'est peut-être pour ça alors je ne sais pas dans d'autres pays comment ils font, autour du SAF en particulier, du problème d'alcool, il y a des pays anglo-saxons, en particulier au Canada, où ils sont armés, mais ils sont armés par rapport à ça. Je dirais ce sont les services sociaux et les PMI, mais nous en France, les PMI c'est formidable, ça marche très très bien, mais il n'y a pas beaucoup de liens quand même, et ces enfants souvent ils repartent dans la nature, ils ne sont pas... ils sont pas répertoriés, je veux dire, ils ne sont pas suivis comme ils devraient être, avec un retour, ils ne rentrent pas dans des cohortes. C'est sûr, moi je pense que ce sont des enfants, des enfants qui devraient rentrer, alors c'est pas un joli mot, mais qui devraient rentrer dans des cohortes de suivi pour que justement, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, on ait des nouvelles et des statistiques sur le devenir de ces enfants. Moi je le souhaite, mais ça me dépasse un petit peu. Je crois qu'il faut en parler avec on dira que nos bailleurs le font, avec les ARS, avec les services généraux, les services sociaux, avec les conseils généraux. Je crois qu'il y a tout qui est à construire là-dessus. J'avais une deuxième question, si je ne veux pas trop monopoliser. C'était parce qu'il y a énormément de notes extrêmement intéressantes, d'observations que vous prenez.
Et je me demandais, parce que vous avez parlé de restitution à chaque fois qu'il y avait une séance de psychomotricité, j'ai entendu, il y avait une restitution au sein de l'équipe. Et c'est un petit peu ce qui m'a manqué dans la présentation, c'est le travail d'équipe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces observations qui sont extrêmement pertinentes et comment on les travaille en équipe. Je dis d'autant plus qu'actuellement, dans les institutions, on manque de temps pour faire ce travail-là. Donc je voulais savoir s'il y avait une réflexion, que je crois, particulière autour de ça. Dans la présentation que je vous ai faite là, il y avait des choses qui étaient un peu jetées comme ça. Mais je crois que c'est essentiellement par manque de temps, c'est pas par une volonté que j'aurais pas de faire ça, au contraire. On fait un gros travail institutionnel, on a des réunions toutes les semaines qui durent 4 à 5 heures le mardi après-midi, et au cours desquelles, en particulier, il y a un focus qui est fait toujours sur le programme mère-enfant, où toutes ces choses-là sont discutées. Alors c'est vrai qu'on a une somme d'éléments qui s'accumulent, je veux dire le travail par rapport à la voix, les observations qu'on fait, etc. Et tout ça est rediscuté en équipe, justement pour essayer, comme je disais, d'affiner. Et c'est le lieu dans lequel se passent ces choses-là. C'est en réunion institutionnelle qui, pour nous, est vraiment le garant de la bonne marche de cette institution. C'est un gros travail.